Bonjour à tous et très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. S'il nous est parfois indispensable de recourir parfois à des services comme le service DHCP et le service DNS naturellement pour adresser parfois nos équipements informatiques et la résolution en fait de nom de ceux-ci, il est tout aussi indispensable de bien savoir les configurer. Alors, dans cette vidéo, je t'apporte ainsi les éléments te permettant de mener à bien cette tâche-là, afin d'éviter les erreurs qui peuvent nous être préjudiciables. Alors, si c'est une thématique en fait qui t'intéresse, on se retrouve juste derrière pour en parler. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que le DHCP, qui signifie notamment Dynamic Host Configuration Protocol, est un service en fait qui nous permet d'adresser en fait nos machines ou bien de donner les adresses IP à nos différents équipements qui se trouvent dans notre réseau informatique. Tandis que le DNS qui signifie notamment Domain Name Service, qui est un service en fait qui nous permet en fait de faire la résolution de noms des différents équipements qui constituent notre parc informatique. Alors, il faut savoir aussi que ces deux services en fait peuvent présenter plusieurs avantages. Le premier avantage majeur, c'est qu'il nous évite en fait un exercice qui soit fastidieux et contraignant. Pourquoi? Parce que si on nous demande en fait de retenir les différentes adresses IP qu'on aura de nos machines ou bien d'adresser toutes les machines, vous verrez toute la complexité en fait qu'il y aura à le faire. Donc le service DHCP ou le DNS vient résoudre en fait ce problème-là, en fait, ou nous permettre un peu d'aller plus vite. Le deuxième avantage aussi qui n'est pas de moindre, c'est que en tant qu'être humain, sachant que nous sommes forcément enclins aux erreurs, nous sommes susceptibles forcément de commettre beaucoup de fautes. Donc, c'est-à-dire que le service DHCP vient alors réduire en quelque sorte les erreurs qu'on peut naturellement faire. Parce que qui dit erreur forcément concernant les adresses, dit forcément conflit d'adresse sur les différentes machines que va constituer en fait nos repas informatiques. Et le troisième qui n'est pas de moindre aussi, même si on parvenait à adresser ces machines-là, même si on y parvenait à ne pas faire d'erreur, c'est qu'il est sûr qu'on peut au moins une chose, c'est le temps. Et vous savez que beaucoup plus en avant de production en entreprise, plus on perd de temps, moins on est assez productif, moins on perd de temps, plus nous sommes productifs. Alors voilà en quasiment les trois avantages majeurs que ces deux services en fait viennent résoudre. Mais maintenant, s'il faille maintenant que nous passions directement au vif du sujet, je tiens d'abord à rappeler ici que la démo en fait se fera naturellement sur Windows Server, naturellement Windows Server 2022, sur lequel on installera nos serveurs DHCP ainsi que DNS. Et les machines clientes seront beaucoup plus hébergées sur un hyperviseur de type 2. Je pense que j'avais déjà évoqué VirtualBox dans une précédente vidéo. Il est bien vrai que nous n'avons pas encore parlé en fait dans cette chaîne, mais dans un futur proche, je ferai une vidéo complète là-dessus pour vous édifier en fait sur cet hyperviseur-là. Alors, sans plus perdre de temps, passons directement derrière mon écran. Alors, on se retrouve ainsi sur notre serveur. Comme vous pouvez le constater, nous allons utiliser naturellement Windows Server, la version 2022. Et si vous prêtez attention ici, le nom du serveur, il a un nom de mon serveur et forcément il fait partie d'un groupe de travail appelé Workgroup. Et si on va naturellement dans ces paramètres IP, parce que c'est toujours la première des choses qu'il faut d'abord commencer par faire. Les équipements en fait qui doivent être adressés statiquement, nous avons les serveurs et les imprimantes ainsi que les routeurs. Donc ces équipements là sont censés avoir une adresse IP statique. Donc et c'est la même chose que nous allons faire, ou bien que nous avons fait, que j'ai déjà fait ça en amont. Donc c'est juste pour vous montrer les paramètres IP en fait de ce serveur-ci. Si nous allons ici forcément au niveau de ces paramètres IP, vous constatez c'est moi qu'il y a plusieurs cartes ici. Donc la carte filaire, celle-ci n'est pas connectée, mais celle-ci c'est beaucoup plus la carte virtuelle. Vous constatez ici là que c'est VirtualBox Only.network. Pourquoi? Parce que du moment où vous installez un hyperviseur sur une machine haute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer ce qu'on appelle une carte virtuelle. En effet, c'est cette carte virtuelle en fait qui sera connectée avec les autres différentes machines invitées. Donc, si on va nécessairement dans ces propriétés ici là, comme vous pouvez le constater, vous constatez ici là qu'il est adressé statiquement. Donc, en 172.16.20.9. Et ici, comme c'est lui en fait qui va jouer le rôle de serveur DNS, on a préféré le mettre là parce que c'est en fait lui-même
qui va faire la résolution en clé de nom. Et du moment où c'est déjà adressé statiquement, il ne nous reste plus qu'à aller vérifier en fait les rôles en fait qui ont été installés en fait sur ce serveur-ci. Et moi en fait pour que en fait ces vidéos ne soient pas très longues, j'ai dû installer le rôle DHCP et le rôle DNS en amont. Et pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer. Si on va ici, forcément dans l'onglet gérer pour pouvoir installer ces deux rôles-ci, on va juste dans l'onglet gérer ici, on va sur ajouter les rôles et les fonctionnalités, on va sur naturellement sur suivant, suit l'assistant. Et ici, on choisit naturellement le serveur. Mais ici, comme il n'y a qu'un seul serveur, le système là donc choisit par défaut. Et on va sur suivant ici. Et on va naturellement essayer donc d'installer en fait ces deux rôles là. Comme vous constatez ici, ces deux rôles là en fait sont installés. Donc c'est ce que vous allez d'abord commencer par faire à la maison et suivre en fait les recommandations de l'assistant en fait jusqu'à la fin. Et quand en fait ces deux rôles là seront franchement installés, vous allez maintenant vous diriger en fait sur le gestionnaire du DHCP ou bien le gestionnaire du DNS. Commençons d'abord par le gestionnaire en fait du DHCP qui est ni plus ni moins que la plateforme en fait qui va nous permettre en fait de gérer en fait notre service DNS. Naturellement le constater ici. Ici vous allez bien voir que ici ça c'est le nom de mon serveur. Ici en fait ça c'est l'étendue en fait que j'ai créé. Parce qu'il faut bien savoir que quand vous installez un serveur, pour qu'il soit fonctionnel, il faut créer naturellement une étendue. Et cette étendue-là n'est ni plus ni moins que la plage d'adresses que elle va en quelque sorte piquer les adresses là-bas en fait pour assigner automatiquement aux machines clientes qui sont sur le réseau. Et si on va naturellement ici sur le pool que j'ai créé comme plage, vous voyez que cette plage, cette étendue-ci a une plage allant de 172.16.20.100 jusqu'à 172.16.20.254. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est la plage en fait que j'ai assignée en fait pour cette étendue-ci. Donc il y a aussi entre 100 et 254. Et si on va ici naturellement dans les bouts d'adresse, vous n'allez rien voir en fait. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune machine en fait où que ce serveur-ci en fait a déjà assigné un bail. Donc il n'y a aucune machine qui est connectée à ce serveur. Et comme vous pouvez le constater là, donc le serveur est déjà configuré. Ce que vous allez faire à la maison, vous n'avez pas encore configuré, vous allez sur le configurer. Et rien de plus simple pour le configurer, pour créer une plage. Vous allez ici naturellement sur l'onglet IP4, version 4, vous faites un clic droit, vous allez sur nouvelle étendue et vous suivez juste la recommandation de l'assistant. Vous mettez le nom de l'étendue et vous allez définir en quelque sorte la plage ici, cette plage ici. Vous pouvez choisir une plage qui fait forcément partie de la norme RLC 1918 qui est naturellement 192.16.168.0.0/16 ou bien 172.16.00 ou bien 10.00.0. À votre besoin de choisir une adresse forcément dans cette liste-là pour pouvoir créer en fait cette étendue. Et quand ça a déjà été fait, quand vous avez créé déjà l'étendue, ce qui ne reste plus qu'à faire, c'est venir aussi au niveau de l'étendue. Vous faites un clic droit. Vous allez certainement dans les propriétés de cette étendue-là. Vous allez sur l'onglet DNS que vous avez créé ici là. Qu'est-ce qui va se passer ici là? Vous allez sur activer les mises à jour dynamiques DNS avec les paramètres ci-dessous. En fait, cette option cela fait nous empêche d'entrer manuellement les informations des enregistrements DNS dans le gestionnaire DNS ou bien dans les zones qu'on a créées quand on installait le service DNS. Donc ça, en fait, ça nous évite en fait, c'est ça. Du moment où vous avez activé la case, là vous allez sur toujours mettre à jour dynamiquement les adresses DNS et une dernière option que vous allez cocher, vous cochez en fait cette case ici. Mettre à jour dynamiquement les adresses, les enregistrements DNS pour les clients DHCP qui ne nécessitent aucune mise à jour. En fait, cette option cela permet aux machines anciennes qui ont certainement les anciens systèmes d'exploitation de se mettre à jour automatiquement ou bien de mettre à jour leurs enregistrements automatiquement dans le fichier ou bien dans le gestionnaire DNS. Donc en fait, du moment où vous avez créé cette plage là, vous devez en fait activer en fait toutes ces options-ci. Et du moment où c'est fait, vous allez forcément sur appliquer, vous allez sur OK. Ici, le paramétrage en fait du DHCP, il est déjà bon. Maintenant, allons dans le paramétrage
du serveur DNS. Ici, nous sommes dans le serveur DNS. Vous voyez cela, gestionnaire DNS. Vous allez certainement atterrir ici. Ici, en fait, j'avais déjà créé une zone. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une zone DNS se matérialise beaucoup par une zone directe et une zone inverse. La zone directe, c'est la zone en fait qui nous permet d'enregistrer ou bien de graver ou bien de mettre en fait les enregistrements concernant un nom par rapport à une adresse IP. Et les zones inverses, ça fait plutôt l'inverse en fait, c'est-à-dire qu'on fait un enregistrement de l'adresse IP vers le nom. Ici, j'avais déjà créé une zone du nom de certilium.edu. Alors, pour le faire, comment je l'ai fait? Je suis juste allé sur mon serveur ici. J'ai fait juste un clic droit. Je suis allé sur nouvelle zone à partir d'ici. J'ai suivi juste l'assistant. Vous voyez principalement ici, nous avons 3 zones. La zone principale, la zone secondaire et la zone stop. La zone principale est directement la copie où on intègre ou on fait directement les enregistrements. Ici, la zone inverse, c'est quand on veut faire naturellement les redondances pour notre serveur DNS. Ici, la zone stop, c'est beaucoup plus quand on est dans les options de domaine. Forcément, le domaine actif d'être. Ici, on ne va pas l'évoquer en fait dans cette vidéo. Donc, on va beaucoup plus se consacrer à la zone principale. On suit l'assistant, on va sur la zone de recherche directe qui fait notamment référence qui convertit en fait l'adresse IP directement pour le nom. Et la zone inverse fait le contraire. Donc, si on va se suivant, on va systématiquement mettre un nom, forcément, ou bien donner un nom à cette zone-là. Et du moment où c'est fait, vous allez certainement atterrir ici. Et quand c'est déjà fait, à partir d'ici, vous allez certainement ici dans les propriétés en fait de la zone en fait que vous avez créée. Vous allez dans les propriétés ici là. Ce que vous allez constater ici, vous allez voir mise à jour dynamique. Ici, il y a 2 options en fait qui s'affichent. Vous allez voir aucun non sécurisé et sécurisé. Ce qu'il y a lieu de faire ici là pour que les machines sur notre réseau, quand ils auront fini d'obtenir les différentes adresses du serveur DNS, du serveur DHCP autant pour moi, ils vont venir s'enregistrer ça automatiquement. Mais il faudrait par ailleurs que cette option-ci en fait soit activée à partir d'ici. Donc vous allez là, ce milieu de Roland, vous allez laisser en fait sur cette option-ci là, non sécurisé et sécurisé. Vous allez naturellement sur appliquer, vous faites OK. Maintenant, si on rentre effectivement au niveau de la zone, comme vous pouvez le constater ici, vous constatez ici avec moi qu'il n'y a aucun enregistrement qui a été fait. Les seuls enregistrements en fait qui ont été faits, c'est rien que les enregistrements de mon serveur, parce que du moment où on installe le serveur DNS, il prend en l'occurrence en considération le nom en fait du serveur sur lequel installe en fait ce service-ci. C'est pour ça que vous voyez le nom en fait de ce serveur-ci là avec son adresse IP qui est bien 172.16.20.9 effectivement. Maintenant que les 2 services ont été installés, allons maintenant sur l'hyperviseur VirtualBox ici. C'est vrai que nous n'avons pas encore parlé de ça sur cette chaîne. Et dans une prochaine vidéo, comme je vous ai dit, je vais m'appesantir de fond en comble sur cet hyperviseur-ci là. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est que par ailleurs, sur cette hyperviseur, en fait, j'ai créé en fait 2 machines. En l'occurrence, Ubuntu, comme vous pouvez le constater ici, et Ubuntu Odo. Et si on va effectivement sur les 2 machines que j'ai pu installer, on voit ici. Et si on va naturellement sur la première machine, interroger hostname, vous constatez moi ici là qu'il a plutôt un nom de Moodle-PC. Donc systématiquement, comme pour dire quoi? Comme pour dire que les noms en fait que vous voyez affichés ici là ne sont pas systématiquement les noms des machines. Donc vous pouvez avoir un nom ici là et avoir un nom des machines totalement différentes. Et c'est effectivement ce nom des machines là, en l'occurrence Moodle PC. Pour la première machine, pour cette première machine-ci, pour cette première machine-ci là, que vous allez avoir quand il va falloir que le système DNS fasse la résolution de nom. Donc ici nous avons Moodle-PC. Et si on va vérifier ces paramètres IP en tapant notamment la commande IPA, vous voyez qu'il n'y a aucune adresse qui est assignée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore connectée avec notre serveur DHCP. Si on fait de même pour la deuxième machine qui répond au nom de Odo-PC, on va naturellement sur la deuxième machine. Et si on va aller sur hostname, vous constatez ici avec moi qu'il a plutôt un nom en Odo-PC. Et si on va vérifier ses paramètres IP, vous constatez ici avec moi que lui non plus n'a pas obtenu d'adresse. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté sur le réseau, le même réseau
que notre serveur. Maintenant, ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est pouvoir connecter en fait ces deux machines-là sur le réseau de l'autre pour qu'ils puissent communiquer avec le serveur DHCP. Et rien de plus simple. Si on va sur la première machine, au Ubuntu ici, qui répond au nom de Moodle-PC, naturellement sur le hostname, comme vous avez tapé là, si on va dans cette conversion, on va aller dans réseau. À partir d'ici, on va la basculer en fait sur le réseau privé de l'autre. Réseau privé en fait de l'autre. En fait, ce réseau-ci correspond naturellement au réseau interne qu'on a vu sur l'hyperviseur Hyper-V. Donc, il va juste communiquer avec l'autre. Et vous voyez que ici, il va donner forcément avec la carte virtuelle qui a été créée sur l'autre, qui est en l'occurrence VirtualBox Only Ethernet-PC, adapteur. Donc, il va directement communiquer avec l'autre. Et on va sur OK. Et si on fait pareil avec la deuxième machine aussi, donc la bascule aussi sur le même réseau privé de l'autre, en allant naturellement dans le réseau ici, on la bascule ici dans le réseau privé de l'autre. On va sur OK aussi. On fait un enregistrement à partir d'ici. Maintenant, allons essayer de voir maintenant sur les différentes machines si elles ont finalement obtenu une adresse IP. En retapant la commande IPA, vous constatez ici avec moi que cette machine-là qui répond au nom de Moodle-PC a obtenu une adresse en 162.16.20.100. Comme vous pouvez le constater, si on fait pareil avec naturellement la deuxième machine ici, on va sur IPA. Vous voyez ici que celle-là a obtenu .100 et celle-là à 172.16.20.101. Donc, c'est-à-dire que notre serveur DHCP communique bien. Et pour vérifier effectivement notre serveur DHCP qui les a octroyé ces adresses-là, on va forcément aller dans le gestionnaire DHCP pour regarder un peu le pool de ce serveur-là. Si on va ici dans les baux d'adresse, si on va ici sur actualiser, vous constatez ici avec moi que nous avons ici là les différents serveurs, les différentes machines qui sont connectées à ce réseau-là. Donc en l'occurrence Moodle-PC et Odo-PC, comme nous avons vu. Donc Moodle-PC qui a une adresse en .100 et Odo-PC qui a une adresse en .101. Maintenant, allons aussi vérifier sur gestionnaire DNS si effectivement elles sont venues s'inscrire automatiquement ici. Et rien de plus simple, du moment où c'est là, on va actualiser en fait cette page-ci. Vous voyez effectivement que ces deux machines apparaissent ici. Donc elles sont venues s'inscrire automatiquement. Vous voyez que les enregistrements en fait se sont faits de manière dynamique et automatique. On n'est pas venu systématiquement ici de manière manuellement inscrire les différentes machines. En fait, ceci nous permet en fait de ne pas faire d'erreur. Du moment où les machines s'inscrivent automatiquement sur le serveur DNS, en fait pour éviter en fait soit les conflits de nom, soit les conflits d'adresse. On arrive dans le thème de cette vidéo et dans celle-ci, vous avez appris certainement comment bien configurer son serveur DHCP ainsi que son serveur DNS. Alors, c'est une vidéo qui vous a vraiment intéressé. Je vous prie donc que vous la likez, vous la partagez donc massivement afin que le contenu de cette chaîne soit mieux référencé. Et sur ce, on se dit certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo.